Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle. Je rappelle que n'hésitez pas à vous abonner, et si vous n'aimez pas, à vous désabonner, à liker ou disliker, à partager surtout, et à commenter. Encore une fois, j'essaie de répondre le plus souvent à vos commentaires, qui sont d'ailleurs souvent très riches d'informations, et pour moi, et pour la petite communauté. Bref. L'intitulé de cette vidéo est The Dark Side of Music. Certains d'entre vous ont immédiatement pensé « Ah, il va nous faire une présentation de ce qu'est la Dark Wave, le Goth Rock, etc. » Eh ben non. Même si certains des albums que je vais vous présenter ici, sans aucun doute, font partie ou ont été intégrés à ces genres musicaux qui conviendraient d'ailleurs peut-être de redéfinir. Peu importe. Non, il s'agit ici en fait de vous présenter une quinzaine d'albums vers lesquels je me tourne volontiers lorsque mon état d'esprit est orienté au vent de la mélancolie, dirais-je, où j'ai parfois envie d'errer sur les bords d'une falaise, où mes contemporains, eh bien, j'ai quelque part envie de leur fracasser le crâne pour dénoncer en quelque part leur cynisme, leur ignorance, leur médiocrité. Bref, vous allez me dire, mais il est très prétentieux cet homme-là. Bref, je pense que vous avez tous eu à un moment donné des moments de tristesse, de mélancolie, de révolte, et de vous tourner vers un intérieur, dirons-nous, plus politique, non pas politique, haha, lapsus, mais poétique, peut-être plus sombre. Et ici j'aurai pour référence, parce que ce sont mes références et tous les albums dont je vais vous parler, bien sûr, ont une influence du côté de ces références littéraires ou cinématographiques. Je vous les présente d'emblée pour bien introduire quelque part l'état d'esprit de cette vidéo. Je me tournerai effectivement vers la littérature romantique, gothique, anglaise de la fin du XVIIIe siècle, du début, enfin du XIXe, dirons, avec Byron par exemple, Bram Stoker, Shelley, Charles Mathurin avec son Melmoth par exemple, en France les Chants de Maldoror avec Lautréamont, par certains aspects Victor Hugo également. Bref, et puis du côté du cinéma, dans l'expressionnisme du début du XXe siècle, avec des films emblématiques comme Le Golem, les cabinets du docteur Cagliari, et puis les films de Fritz Lang, bien sûr, Métropolis, et puis aussi M le Maudit. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'univers, dans l'ambiance, et je pense que beaucoup des groupes ici s'inspirent effectivement de ces références, donc sombres, qualifiées souvent de gothiques, mais pas uniquement, pour des musiques qui malheureusement ont parfois, pour certains de ces albums, ont été considérées comme très bien faites pour accompagner des films d'horreur par exemple, ou bref, voilà, des raccourcis tristes, une poésie qui pourrait être celle par exemple d'Edgar Poe ou de Baudelaire. Bref, vous voyez, une exploration eh bien, d'une beauté intérieure mélancolique, parfois triste. Mais aussi une exploration des outcasts, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas trouvé leur place quelque part dans la société, qui se sont sentis exclus ou qui se sont exclus et qui ont exploré des voies transgressives hors des lois. Bref, et je pense qu'un bon album pour commencer avec cette ambiance musicale et cette ambiance aussi psychologique, eh bien c'est le premier album sans aucun doute du Velvet Underground, parce que cet album a inspiré beaucoup des groupes dont je vais vous parler. Ensuite, est-il besoin encore de le présenter? Je vous l'avais déjà présenté, bien entendu. C'est l'album avec Nico qui sort en 1967 sous l'instigation de monsieur Andy Warhol, avec bien sûr Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale, Moe Tucker, voilà un groupe incontournable, et surtout une musique et des paroles de Lou Reed
qui nous emmène non pas sur l'avenue de Sunset Boulevard, mais plutôt dans les rues obscures, malfamées, humides, sombres, où des personnes se font violenter, où des drogues addicts s'injectent peut-être leur dernière dose d'héroïne. Bref, vous avez compris, vous êtes dans cet univers extrêmement sombre qui est porté par la musique et par en particulier l'alto de John Cale. C'est une bonne introduction et encore une fois, c'est un album qui a inspiré beaucoup des groupes dont je vais vous parler ensuite. Deuxième album, nous sommes dans encore une fois cette exploration des univers sombres. Nous sommes toujours à New York, avec le Velvet Underground, là nous y sommes, nous avons fait un petit bond dans le temps, pas très long, 10 ans plus tard, avec un incontournable, sans aucun doute, mais Vince, mais t'en as... Bon, il en a marre de dire sans aucun doute, mais bref. C'est le premier album de Martin Rev et Alan Vega, c'est Suicide ici, dans une réédition. Très bonne gravure, etc. Là, vous y êtes complètement. Alors effectivement, cet album a été classé dans du proto-punk, c'est comme le post-punk, le synth-punk, enfin bref, ça ne veut pas dire grand-chose, disons qu'effectivement, leur approche radicale dans les paroles, et puis sur scène, parce que c'est un groupe de scène, et effectivement, peut-être que leurs deux albums ne rendent pas vraiment l'impression qu'ils ont pu donner sur scène. C'est un groupe transgressif, sans aucun doute, certainement. Et avec, encore une fois, ce sont les paroles et l'approche radicale, dérangeante. Le titre Frankie Teardrop, qui raconte l'histoire d'un ouvrier d'usine, et puis qui à un moment donné, submergé par les dettes, est au bout du bout, sur le bord de la falaise, et finit par assassiner sa famille entière, et puis confronté à la fin de la chanson, dans les paroles, si vous les écoutez, à l'enfer, mais l'enfer tel qu'il est dépeint dans la Bible, ou son enfer intérieur à lui. Bref, incontournable. Et je ne peux pas vous présenter le premier album de Suicide sans vous présenter cet album d'Alan Vega, solo, qui est Collision Drive, qui sort en 1981. Pourquoi je vous le présente? Il y a ce côté rockabilly d'Alan Vega, ok, mais il y a surtout sur cet album, il y a un titre qui dure plus de 12 minutes, qui est comme un écho, un miroir à Frankie Teardrop sur le premier album de Suicide, qui est Vet pour Vietnam Veteran, et qui encore une fois raconte la descente aux enfers d'un vétéran du Vietnam, dans le fait où il revient du Vietnam, toutes les horreurs qu'il a pu commettre, et puis seul, et livré uniquement à ses propres tourments, encore une fois, intérieurs, et qui finalement finit par hurler que la société a une dette envers lui, effectivement. Super. Quel titre que Viet, dans une ambiance sombre, là vous y êtes complètement. Bien sûr, j'aime me réfugier dans les albums de ce groupe, la fin des années 70, tout début des années 80, avec un personnage aussi emblématique que Ian Curtis, vous m'aurez compris. Je vais vous parler de Joy Division, la division de la joie, qui étaient ces sections, qui étaient ces sections effectivement dans les camps de concentration où des prisonnières, le plus souvent juives bien entendu, étaient livrées au désir sexuel qu'ils souhaitaient assouvir, en tout cas par les prisonniers, par les soldats, les gardes, les soldats allemands ou les capots, etc. Bref. L'album, je ne vais pas vous présenter le premier Unknown Pleasure, parce que celui qui me paraît encore plus sombre que Unknown Pleasure, c'est sans aucun doute le deuxième album de Joy Division, qui est Closer, avec ce gisant sur la pochette qui correspond au tombeau, ce gisant correspond au tombeau de la famille Appiani, donc une famille italienne, dans un cimetière
en Italie, dont j'ai oublié le nom, mais il est super. Photo de Mr. Saville, qui a réalisé la photo, les pochettes de plusieurs albums de Factory Records. Art and Soul, quel morceau sur... Bien sûr, alors l'album sort en 1980, 2 mois après le suicide de Ian Curtis, un personnage tourmenté s'il en est, absolument pas... un misfit, comme disent les Anglais ou les États-Uniens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases et qui est entouré difficilement par des personnes qui ne l'ont pas compris, y compris eh bien les membres du groupe Joy Division, qui n'ont pas compris le sens de ses paroles, si ce n'est après le suicide de Ian Curtis, qui ont commencé à se dire « Ah oui, en fait, dans les paroles, il parlait de lui ». Donc Ian Curtis, effectivement, épileptique, qui a beaucoup souffert, mais pas de son épilepsie qu'il a voulu se sortir, c'est de ses tourments et de ses relations avec l'univers qui l'entoure. Bref, super, bien sûr, Joy Division, Ian Curtis. Peter Hook, donc le bassiste, et puis bien sûr les autres musiciens formeront ensuite No Order. C'est une histoire que vous connaissez probablement. Un autre groupe, assez méconnu. Cette fois-ci, nous sommes dans des rythmes, je pense que pour ceux qui connaissent Joy Division, pour ceux qui connaissent un petit peu Alan Vega ou bien sûr le Velvet Underground, vous avez compris que l'ambiance est toujours très sombre. Avec cette voix presque de baryton de Ian Curtis, par exemple, hein, très très grave, et qui crée... Voilà. Alors là, nous sommes dans une ambiance totalement différente, mais le désir de transgression et d'évoquer des thèmes qui ne sont pas dans les canons de la société bien pensante, et bien là vous avez un groupe qui se forme au tout début des années 80, que l'on dirait donc de post-punk, c'est 1919, bref c'est Machine, ici c'est une réédition, l'album initial sort en 1983, c'est beaucoup plus enjoué avec des rythmes très mécaniques. Les influences musicales, je ne les ai pas encore évoquées, vous avez compris que beaucoup de ces groupes se réclameront ou feront référence à Joy Division par exemple, mais aussi le Velvet Underground, bien sûr. Là c'est une approche beaucoup plus rythmée, mais les thèmes abordés sont extrêmement, encore une fois, sombres. Superbe album. Ils n'ont fait qu'un seul album, tout un tas de 45 tours, 1919, qui se reformera dans les années 2000, 2010, je crois. Bref, à découvrir absolument. Le groupe suivant, dans l'exploration des transgressions, dans l'exploration de l'érotisme, des tabous, eh bien, le groupe fondé initialement, un groupe, faut-il parler d'un groupe, il est seul au départ, c'est Philippe Fichot, originaire de Rennes, multi-instrumentiste, photographe en particulier, avec ce groupe D-Form et son album Some Experiences with Shock qui sort en 1983. Vous voyez que nous sommes vraiment dans l'après-punk et l'exploration de voies nouvelles musicales, bien entendu. D-Form, un album tout à fait extraordinaire que d'aucuns rapprocheront de la musique industrielle, bien sûr qualifiée de goth rock ou comme faisant partie de la dark wave. Vous avez compris mon opinion relativement à ces genres ou ces styles définis. Ce qui est certain, c'est qu'ici, nous sommes dans la transgression, ce que je disais, avec une orientation une influence, pour résumer, pour simplifier le tout, une influence importante de Philippe Fichot et de son approche photographique et musicale, c'est Saber-Mazor. Donc, le père avec Vénus à la fourrure, Venus in Fur, un titre du Velvet Underground par ailleurs, bien sûr du masochisme et effectivement des photographies souvent qui évoquent les soirées SM ou l'univers en tout cas interlope. Alors le groupe suivant, bien entendu, dans l'univers que j'évoque,
cette exploration de ce jeu qui est un autre, celui qui a envie d'enlever son enveloppe, de s'extraire. Sisters of Mercy, le premier album, First and Last and Always, quel monument, bien entendu, 1985, et cette voix de baryton, voix basse, qui fait la marque de fabrique et que reprendront un petit peu de Mission sans Andrew Eldritch. Sisters of Mercy, ces deux albums ici, le premier, sorti en 1985, c'est sans aucun doute un incontournable, voilà, veste en cuir, noir, lunettes noires, vous êtes dans cet univers intérieur de la nuit, des ghouls, bref, et puis des titres Possession, Marianne Mick. Voilà. Sisters of Mercy, premier album. Autre groupe. Alors ici, ce ne sont plus des Anglais, ce sont des Hollandais. Et oui, donc là, l'approche musicale, c'est dans les classifications, j'y reviens encore une fois, musique plus synthétique, avec une espèce de... Alors, justement, je ne l'ai pas évoqué, mais dans les Sisters of Mercy, il y a effectivement une machine rythmique, c'est-à-dire qui est programmée d'ailleurs par Andrew Eldritch, qui s'appelle le Dr Avalanche, donc qui fait que vous avez un beat comme ça, aux percussions mécaniques, électroniques. Pour le groupe suivant, c'est un petit peu la même chose, vous avez comme ça un beat qui revient et qui évoque aussi l'influence de ces groupes. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est que vous ne pouvez pas ne pas les lier au rock allemand du début des années 70. Et oui, comme des groupes comme Can, Neu, Faust par exemple, ou Amundul 2. Bref, ici c'est Clan of Xymox, c'est le premier album du groupe qui sort en 85. Les thèmes, alors des titres un petit peu cryptiques, vous êtes dans cet univers dit gothique, dark wave, en tout cas c'est comme ceci qu'ils ont été classés sur le fameux label que j'ai déjà évoqué, le label 4AD pour le shoegazing, soi-disant. C'est un groupe à explorer absolument, bien entendu. Ils ne vont pas avoir un succès phénoménal, Clan of Xymox. Le style musical, alors peut-être dans les boîtes de nuit, dans les ambiances un petit peu sombres, dans l'obscurité des boîtes de nuit, dans les catacombes, dans les caves voûtées peut-être, de clubs particuliers, bref. Un autre groupe, dont une des influences importantes est Suicide, justement, d'Alan Vega. Ce sont des Belges. Et oui, des Belges. Pareil, début des années, plutôt la fin des années 80. Il me semble que cet album est de 1987, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Avec un titre, He's Gonna Drop, sur cet album, qui est... voilà. Vous écoutez le premier album de Suicide, vous écoutez cet album-là, et en particulier ce titre, et vous y êtes, vous avez le lien qui est tout à fait évident, c'est de Neon Judgment, leur premier album, Mafu Cage, donc des Belges. Moi j'aime, ils ont une carrière assez longue, ils vont s'orienter bien sûr. Ensuite, après le deuxième album, Horny as Hell, ils vont s'orienter vers une musique plus de club, effectivement. Mais là, tout à fait dans cet univers que j'aime retrouver, très très sombre, superbe, Neon Judgment. Alors ici, peut-être un album qui est peut-être plus méconnu, dirons-nous, classé, bien entendu, dans le goth rock, dans la dark wave, dans tout ce que vous voulez. Un album qui a été produit, sorti, écrit, bref, par un Français. Son pseudonyme, c'est Alan Wax.
L'album en question, Demono Letria, donc c'est un mini LP avec des nappes effectivement d'orgue qui vous mettent dans une ambiance très brumeuse de bord de falaise encore une fois. Bref, vous êtes dans ces ambiances, oui, gothiques, les hauts de Hurlevent, vous voyez, ces collines humides dans la brume, et vous sentez bien que quelque chose vous guette, qu'il y a une menace quelque part. Avec un livret avec les paroles, donc le chant est en anglais, et vous avez le texte en anglais, et le texte traduit en français. Cet album n'aurait été, ce mini-LP n'aurait été produit qu'à, devinez combien d'exemplaires? 666. En tout cas, tout à fait intéressant. Ici, c'est le groupe de Monsieur Stapleton. Monsieur Stapleton, si ça veut dire quelque chose, donc va fonder ce groupe à toute fin des années 70, 1977, 78, je crois, plus de 40 albums studio de ce groupe. Il y aura de très très nombreux musiciens qui l'accompagneront, différents, selon les... C'est d'ailleurs la musique que vous entendez depuis le début sur la vidéo. Hein. C'est exactement voilà, la musique de Nurse with Wood, avec cet album, avec une pochette absolument sublime, argentée, tout à fait extraordinaire. Bar Maldoror, bien sûr, les chants de Maldoror, Isidore Ducasse, le comte de Lautréamont. Bref, vous êtes en plein dans cet univers de ces personnages transgressant les règles non fréquentables, mais d'une poésie sombre, extraordinaire, extrêmement séduisant. Par exemple, sur l'album précédent d'Alan Wax, bien sûr, une évocation de l'ange déchu, de sa beauté, et donc un attrait pour encore une fois les exclus, les transgressions, etc. Je me répète, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Ici, les influences, peut-être pas à mettre entre toutes les oreilles, puisque vous êtes du côté de la musique contemporaine, de la musique concrète, de la musique industrielle. C'est une exploration sonore qui vous enveloppe, qui vous emmène, vous êtes dans un univers, vous êtes emmené dans un paysage sombre, inquiétant, parfois presque oppressant, presque insupportable. Y compris dans l'écoute, parfois. Attention, ça reste pour moi passionnant du bout en bout. Donc, Bar Maldoror, c'est en 1991. Petite anecdote concernant Nurse with Wood, c'est que à l'occasion de la sortie des 2 premiers albums de Nurse with Wood, qui sortent en 78, 79, 80, c'est dans ces eaux-là, vous avez ils ont proposé une liste de leurs influences musicale. C'est la Nurse with Wood liste. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette liste. Vous y retrouverez beaucoup des groupes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant dans toutes les vidéos que je vous ai présentées. Bref, passionnant. Nombreuses collaborations de Nurse with Wood, de Stapleton, avec un nombre d'artistes considérable. Voilà, c'est quelqu'un qui... Autre album, 1999. Là encore, pour cet aspect... Alors, de toute façon, vous voyez la pochette, voilà, vous êtes dedans. Le titre de l'album, c'est I See a Darkness, qui est une poésie. Vous êtes dans la... Voilà, c'est de la folk. C'est Bonnie Prince Billy, le nom du groupe, aka Will Oldham. Will Oldham, c'est celui qui prend la photo, si vous avez suivi quelques-unes des vidéos précédentes, en particulier sur le post-rock, et bien qui fait la photo de la pochette du 2e album de Slint, Spiderland, mais oui, c'est Will Oldham. Will Oldham qui a eu beaucoup de collaborations, qui est un musicien, bien entendu, et puis qui est un acteur aussi, qui apparaît dans plusieurs films.
Avant Bonnie Prince Billy, et bien sûr, il y a eu Palace Brothers, et ensuite, sous son propre nom, Will Oldham ou Bonnie Prince Billy, nombreuses collaborations. Les paroles sont très tourmentées, très intériorisées. I see a darkness, mais quelle merveille, quelle poésie, une pure beauté. Restons dans cet univers, dans ce désir, et je n'ai pas trouvé mieux pour représenter quelque part ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce désir de s'extraire de ce que nous montrons aux autres pour révéler ce que nous avons vraiment à l'intérieur. Peut-être quelque chose de plus poétique, peut-être de moins agréable, mais de plus sombre, mais peut-être de plus beau. Je ne sais pas. Bref. Il devient prétentieux, le Vince. Hein. Bon, il devient... Bon, mais là, encore une fois, ce sont des albums refuges pour moi. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre dans la liste cet album, qui est la bande originale d'un film de Mika Levy, aka Mikachu, qui est une compositrice anglaise, et qui a fait la BO de ce film sublime. Et là, pour ceux qui l'ont vu, vous aurez cette vision de cette enveloppe enlevée, qui est Under the Skin, avec Scarlett Johansson. Un album. Que dire? Donc, pour vous situer un petit peu, Mika Levy, donc Mikachu, a suivi des études au conservatoire d'Alto, voilà, donc des études musicales. Bref, vous avez une tension permanente dans cette musique de film. Donc le film de Jonathan Glazer, le film est à voir. Et la BO est à écouter. Superbe. Franchement, absolument superbe. L'album, le film sort en 2013. Voilà. Et je vais terminer, je vous ai dit... Enfin, je vais terminer. Je vais faire 14 plus 1 d'album. Un groupe français. Pour moi, qui est exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une musique qui s'inspire totalement, par exemple, du Velvet Underground, de Joy Division, et puis aussi de la musique du début des années 80, avec ce côté sombre, mais en même temps de rock industriel, avec des sonorités qui peuvent être parfois très métalliques, enfin bref, des ambiances sonores, et les paroles d'un certain Pascal Boisise, qui lui, pour le coup, n'a pas une grande sympathie pour ses contemporains et qui, dans ses paroles, a tendance à dénoncer leur cynisme et leur hypocrisie. Voilà, quelque chose dans lequel je me retrouve complètement. Lui, il le dit, et dans ses paroles, pour ceux peut-être qui ont déjà entendu parler de Pascal Boisise, bien sûr, c'est un des membres fondateurs du groupe Mendelssohn, mais aussi avec, je crois que c'est Jean-Philippe Pires, je ne veux pas dire de bêtises, oui. Ici, je vous propose le premier album de Bruit Noir, il y en a 3, de Pascal Boisise, où il y a des évocations précisément de Joy Division, un titre qui s'appelle Joy Division de toute façon, le premier titre Requiem, il a véritablement un regard très sombre, mais qui n'est pas dénué il continue, il écrit, bien sûr avec une évocation fréquente dans beaucoup des morceaux, pas seulement de Bruit Noir, mais aussi de Mendelssohn, de la Shoah, c'est-à-dire de ces grandes tragédies du XXe siècle, dont les membres de sa famille ont été victimes. Et il évoque Emre Kertész, par exemple, voilà, Primo Levi, bref, vous y êtes, vous êtes dans cet univers de post quelque chose, et il y a quelque chose de cet ordre-là dans tous les albums que je vous ai présentés. C'est tout à fait formidable. Bruit Noir. Et puis, un guest. Pour le coup, nous ne sommes pas véritablement... c'est pas un album refuge dans le sens que j'entendais, mais disons que je l'évoque ici pour un souvenir personnel, que je vais vous donner tout de suite. Et oui, il parle encore de lui, il sait faire que ça. Bref.
chez mes parents, dans le bureau de mon père, dans un tiroir, il y avait une revue catholique. Non pas que mon père fût un catholique fervent, pas du tout, au contraire, mais il se trouve qu'il était passionné d'héraldique, voilà, et donc la science des blasons, et donc il se trouve qu'il y avait un article dans ce magazine qui évoquait cela, mais aussi il y avait un autre article qui évoquait la présence du malin dans la musique actuelle et dans certains groupes. C'est-à-dire des paroles obscures, dénuées de sens, des évocations macabres, bref, etc. Et parmi ces groupes, il y avait Led Zeppelin avec le titre Stairway to Heaven, et puis, bien entendu, Black Sabbath. Et oui, je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, parce qu'ils sont considérés comme influençants, bien sûr, du hard rock, du heavy rock, du metal, enfin bref, un grand groupe de référence, mais aussi par ses évocations des sabbats, de sorcières, du mal, du malin, enfin bref, ce côté un petit peu sombre, obscur, pas véritablement totalement assumé, mais comment ne pas évoquer, voilà, à part, vous avez compris, c'est le plus un des 14, c'est le premier album de Black Sabbath, bien entendu. Voilà, super album, mais pas ce refuge que j'évoquais jusqu'à maintenant, mais bref, voilà. J'espère que cela n'a pas été trop confus, c'est quelque chose qui est très proche de ce que je suis, ce dont je viens de vous évoquer. Ces albums pour moi sont extrêmement importants. Vince, à la prochaine. It's me. Okay,